Donc, je vais vous parler de la gestion des traitements anticoagulants en chirurgie proctologique et de vous donner les recommandations qui existent. Donc, ils sont surtout concernant la période préopératoire. La période post-opératoire est un petit peu moins claire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, je vais parler des traitements anticoagulants, mais aussi des traitements antiagrégants plaquettaires qui sont regroupés sous le terme d'antithrombotiques. Les antiagrégants plaquettaires, donc ce sont l'aspirine et les antagonistes du récepteur P2Y12, et les anticoagulants, les antivitamines K, les anticoagulants oraux directs, anciennement appelés NACO, et les héparines. Donc un bref rappel, le but n'est pas de vous assommer de bon matin, mais de physiologie de l'hémostase, qui se déroule en 2 phases, suivie d'une phase de fibrinolyse, qui est la destruction du caillot de fibrine. Donc la première phase, c'est l'hémostase primaire, c'est la constitution du clou plaquettaire, avec donc les antiagrégants plaquettaires qui vont venir agir à ce niveau, et l'aspirine qui inhibe la cyclooxygénase, et le clopidogrel et le prasugrel, qui sont des inhibiteurs du récepteur P2Y12. La deuxième étape est celle de la coagulation plasmatique, qui fait intervenir les cascades de facteurs de la coagulation, avec les traitements anticoagulants comme les antivitamines K qui vont venir inhiber la synthèse des facteurs vitamino K dépendants, les anticoagulants oraux directs qui se finissent par Xaban, le rivaroxaban, le Xarelto et l'apixaban, les Eliquis, qui vont venir inhiber directement le facteur 10 activé, le dabigatran qui est le Pradaxa qui va inhiber le facteur 2 activé, aussi appelé la thrombine, et les héparines qui activent l'antithrombine. Donc maintenant, on va voir comment on va gérer ces traitements. Tout d'abord, en préopératoire. Donc, il va s'agir d'évaluer le risque hémorragique lié à la poursuite de ces traitements éventuels et le risque thromboembolique qui sera lié à leur interruption, qui pourra être plus ou moins prolongé dans le cadre du risque qui persiste en post-opératoire en chirurgie proctologique. Il est recommandé également de bien informer des patients sur ces risques. Donc, tout d'abord, l'évaluation du risque hémorragique. Donc, pour la Société française d'anesthésie et réanimation, la définition des gestes à faible risque hémorragique sont des actes responsables de saignements peu fréquents, de faible intensité ou aisément contrôlés, donc des actes pouvant être réalisés chez des patients anticoagulés à taux thérapeutique ou sous clopidogrel par analogie. Donc, ce sont des interventions superficielles comme de la dermatologie, de la chirurgie cornéenne, des extractions dentaires et certains actes d'endoscopie. Mais la liste n'est pas limitative. Pour la Société française d'endoscopie digestive, il y a certains actes de proctologie qui ont été classés à faible risque hémorragique, comme les ligatures élastiques, certaines petites destructions de condylomes, et des traitements de fissures, mais ils ne recommandent pas pour autant de les réaliser sous clopidogrel ou sous anticoagulant, mis à part l'incision d'abcès en urgence. Là, c'est l'équipe de Bordeaux en 2011 qui a classé certains gestes comme à faible risque hémorragique après consensus d'experts, comme les sphinctérotomies, les fistulotomies simples, les destructions de condylomes, et ont réalisé ces gestes sous clopidogrel lorsque le risque thromboembolique était considéré comme élevé. Donc ils ont retrouvé, donc le clopidogrel était dans les autres cas arrêté à J-5 jusqu'à J+10, et ils n'ont pas mis en évidence de surrisque hémorragique chez les patients qui étaient traités par antiagrégants plaquettaires, y compris le clopidogrel. En revanche, le traitement par anticoagulant était un facteur de risque d'hémorragie post-opératoire, sachant que ce traitement était arrêté à J-5 et relayé systématiquement par une héparine. Toujours la même équipe l'année d'après qui a étudié la faisabilité de la chirurgie proctologique sous antiagrégants plaquettaires, et les anticoagulants étaient là soit poursuivis, soit relayés par des héparines. Et ils ont retrouvé comme facteur de risque d'hémorragie un traitement par anticoagulant, un traitement par clopidogrel et surtout un traitement anticoagulant lorsqu'il était relayé par héparine avec un odds ratio de 41. Quelques années plus tard, encore une étude en chirurgie proctologique qui retrouve que comme facteur de risque d'hémorragie post-opératoire, le score ASA intervenait avec un score ASA à 3, le type d'intervention, une chirurgie hémorroïdaire,
Et enfin, des traitements anticoagulants, en particulier les AOD. Donc, comment étaient gérés ces traitements? Là encore, le relais HBPM était majoritaire dans 66% des cas, donc 43% des cas des patients sous AOD, ce qui n'est pas tout à fait conforme aux recommandations, comme on va pouvoir le voir. Là, on quitte la chirurgie proctologique, on est en chirurgie générale. Je vais vous présenter deux études. La première, c'est la Bridge Study, parue en 2018, et qui montre que le relais AVK par héparine est un facteur de risque indépendant d'hémorragie périopératoire. Et la Pause Study, parue dans le JAMA en 2019, qui a étudié que lorsque les anticoagulants oraux directs étaient gérés en conformité avec les recommandations, c'est-à-dire avec une interruption brève, une poursuite jusqu'à J-3 et sans relais héparine, les taux d'hémorragie post-opératoire étaient très faibles, inférieurs à 2%, les complications thromboemboliques très faibles aussi, inférieures à 1%. Ils ont également fait un dosage systématique du taux résiduel d'AOD avant la chirurgie. Ils se sont aperçus que dans la quasi-totalité des cas, 98,8%, les patients avaient un taux résiduel d'AOD compatible avec la chirurgie, c'est-à-dire inférieur à 50 nanogrammes par millilitre. Maintenant, nous allons évaluer aussi le risque thrombotique. Donc déjà, les patients sous antiagrégants plaquettaires. Chez les patients coronariens, ce que disent les recommandations des cardiologues de 2016, ce sont après la mise en place d'un stent coronaire, la durée de bi-antiagrégation plaquettaire, en évitant toute interruption, doit être de minimum 6 mois. Ça, c'est dans le cadre d'une maladie coronaire stable. Dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu, qu'il soit traité soit médicalement, soit par angioplastie, soit par pontage aortocoronarien, il faudrait ne pas interrompre la bi-antiagrégation plaquettaire pour 12 mois théoriquement. Donc en ce sens, la SFED et la HAS ont classé les patients sous bithérapie antiagrégante comme à haut risque thrombotique majeur, et préconisent de différer les interventions non urgentes à 1 an. Si on ne peut pas attendre, il faudra le faire en concertation pluridisciplinaire avec le cardiologue et l'anesthésiste et arrêter le clopidogrel à J-5. Pour le prasugrel, on prend 2 jours de plus, on l'arrête à J-7 et on maintient toujours l'aspirine. Pour les patients sous monothérapie, le risque thrombotique est considéré comme moindre, donc on maintiendra l'aspirine. Si c'est le clopidogrel, soit on peut le maintenir selon le geste, soit on l'arrêtera de J-5 à J+30, tout en le relayant par de l'aspirine. Donc les recommandations que nous, on va suivre en consultation d'anesthésiste sont celles de la SFAR et du groupe d'intérêt en hémostase périopératoire qui date de 2018. Donc en chirurgie proctologique, ce sont des chirurgies à risque hémorragique la plupart du temps considérées comme intermédiaires. Concernant l'aspirine, alors la seule situation où le rapport bénéfice-risque est en faveur de son arrêt, ce sont les situations où elle est prescrite en prévention primaire, c'est-à-dire les patients qui n'ont jamais eu aucun antécédent coronarien ni thromboembolique cérébral. Mais théoriquement, actuellement, cette indication n'existe plus, donc ce ne sont pas des situations que nous voyons, ou en tout cas de moins en moins. Lorsque les patients sont sous monothérapie antiagrégante, donc comme on l'a vu précédemment, si c'est l'aspirine, on le poursuit, on ne se pose pas de questions. Si c'est le clopidogrel, soit on le poursuit, soit on l'arrête à partir de J-5 et on le relaie par de l'aspirine. Les patients sous bithérapie antiagrégante, donc il est si possible conseillé de différer la procédure à la fin de la bithérapie. Sinon, dans tous les cas, on évitera toute interruption moins d'1 mois après un stent ou moins de 6 mois après un stent à haut risque thrombotique ou après un syndrome coronarien aigu. Les stents à haut risque, ça dépend. Bon, les critères, c'est des antécédents de thrombose de stent, une maladie coronaire sévère, la longueur, le nombre de stents et le terrain, c'est-à-dire un patient diabétique ou insuffisant rénal. Maintenant, les patients sous anticoagulants. Donc un petit bref rappel de pharmacocinétique. Donc le principe, c'est qu'il faut attendre 2 demi-vies d'élimination pour considérer un traitement comme éliminé, sachant que ces durées sont soumises à des variabilités inter- et intra-individuelles. Donc on voit sur ce tableau que les héparines ont des cinétiques d'élimination rapides.
Les antivitamines K, au contraire, une cinétique d'élimination très lente. Et les AOD sont intermédiaires, et voire plutôt rapides pour le Xarelto et les Eliquis. Comment gérer les patients sous antivitamine K? Donc il est préférable de vérifier déjà le dernier INR du patient afin d'éliminer un surdosage et d'organiser une dernière prise à J-5. Ce qu'il faut savoir, c'est que les indications de relais par héparine sont en fait assez rares. Elles concernent uniquement les patients porteurs de valves mécaniques cardiaques, les patients atteints d'ACFA emboligène, c'est-à-dire ACFA avec antécédent d'AVC, d'AIT ou d'embolie systémique, et la maladie thromboembolique veineuse récente de moins de 3 mois, ou récidivante, c'est-à-dire 2 épisodes dont au moins un sans facteur déclenchant. Dans tous les autres cas, on préconise une dernière prise à J-5 sans relais. Donc le relais AVK héparine, s'il est indiqué, s'organise comme ceci, avec une dernière prise d'AVK à J-5, ensuite rien à J-4 et une première injection d'héparine à J-3 au soir. Pour les hauts risques thrombotiques comme les valves, il est recommandé d'utiliser une héparine en 2 injections par jour, donc soit l'énoxaparine, soit la daltéparine. Et la dernière injection se fera à J-1 au matin, le soir si on a prescrit une héparine non fractionnée en cas d'insuffisance rénale. À J-1, il est recommandé de vérifier l'INR, qu'il soit bien inférieur à 1,5, et si ce n'est pas le cas, de prescrire 5 mg de vitamine K per os et de recontrôler avant la chirurgie. Là, ce sont 2 situations particulières de très haut risque thromboembolique. Donc la valve mécanique mitrale qui fonctionne à plus bas régime de pression que la valve aortique et qui est plus sujette aux thromboses. Et les patients porteurs d'un cœur artificiel de type HeartMate. Donc là, ce sont des patients à opérer sous AVK lorsque cela est possible, ou alors en tout cas, si l'intervention nécessite leur interruption, d'envisager une hospitalisation à un relais par héparine à la seringue électrique, avec un arrêt le plus bref possible. Un petit rappel sur le délai d'arrêt des héparines. Donc la seringue électrique d'héparine, ce sera un arrêt de 4 heures. L'héparine non fractionnée sous-cutanée en curatif, ce sera 12 heures. Et les HBPM en curatif, ce sera 24 heures, soit une dernière injection la veille au matin. Il n'est pas recommandé de réaliser de tests biologiques avant la chirurgie pour vérifier la coagulation, sauf surdosage récent. Enfin, les patients sous anticoagulants oraux directs. Alors, c'est plus simple, en tout cas en préopératoire. En cas de risque hémorragique faible, il est préconisé uniquement de sauter la prise du matin de la chirurgie et la prise de la veille au soir. Si les AOD sont prescrits en une seule prise le soir, la dernière prise sera faite le HJ-2 au soir. La plupart des situations, ce sera ce schéma-là, c'est-à-dire pour les chirurgies à risque hémorragique modéré. Donc là, on organise une dernière prise à J-3 pour tous les Xaban, donc le Rivaroxaban, le Xarelto, l'Apixaban, les Eliquis. Pour le Dabigatran, le Pradaxa, on prend un jour de plus, parce qu'il a une cinétique un peu plus lente. Donc ce sera dernière prise à J-4, sous réserve que la clairance de la créatinine soit supérieure à 50. Donc il faut qu'à la consultation préopératoire, on ait un bilan avec une clairance. Sinon, on prendra un jour de plus d'arrêt pour le Pradaxa. Donc il n'y a, comme on l'a vu, aucune indication de relais par héparine avec des interruptions brèves de ce type de médicament et pas d'indication de dosage en systématique en préopératoire. Si pour une raison X ou Y, vous voulez quand même un test de coagulation, par exemple si le patient n'a pas bien suivi les consignes et a arrêté son traitement un jour trop tard, ce qu'il faut savoir, c'est que les examens de routine TP-TCA ne sont pas informatifs pour les AOD. Éventuellement le temps de thrombine pour le dabigatran, mais sinon il faudra demander une activité anti-10A spécifique, ce qui n'est pas réalisable forcément dans tous les laboratoires. Un petit récapitulatif pour finir. Donc, on envisagera un report, d'autant plus qu'en proctologie, les temps d'interruption des traitements risquent d'être prolongés à la phase post-opératoire. Donc, un report de l'intervention en cas de syndrome coronarien aigu de moins de 12 mois, de stent coronaire de moins de 6 mois, d'AVC ou d'AIT de moins de 6 mois, d'événements thromboemboliques veineux de moins de 3 mois, et d'une manière générale de différer une intervention, si possible, à la fin d'une bithérapie antiagrégante,
ou d'un traitement anticoagulant si celui-ci est provisoire. Je rappelle brièvement pour les anticoagulants, donc on poursuit l'aspirine. Le clopidogrel, on le relaie à partir de J-5 par l'aspirine. Et en cas de bithérapie, donc tout en discutant de manière multidisciplinaire avec l'accord du cardiologue et de l'anesthésiste, on organisera une dernière prise de clopidogrel ou de ticagrelor à J-5 et une dernière prise de prasugrel à J-7. Les anticoagulants, donc pour les AVK, on vérifie le dernier INR. On organise une dernière prise à J-5. On respecte les indications de relais par héparine. Contrôle l'INR la veille. Et pour les AOD, on vérifie la fonction rénale à la consultation d'anesthésie. On organise une dernière prise à J-3 pour l'Ixaban, à J-4 ou 5 pour le dabigatran. Et on ne prescrit pas de relais préopératoire. Très brièvement, la phase post-opératoire, il y a moins de recommandations concernant cette phase. La seule chose claire, c'est pour les antiagrégants. Donc déjà, le problème, c'est donc l'hémorragie post-opératoire, dont l'incidence est d'environ 5% après les chirurgies proctologiques. La moitié a lieu pendant la première semaine et la quasi-totalité dans les 2 premières semaines, mais le risque peut persister encore la 3e semaine. Donc, en cas de risque thrombotique modéré, donc les recommandations de la Société française d'endoscopie digestive et de la HAS qui date de 2012 préconisent d'interrompre le clopidogrel de J-5 à J+30 avec relais aspirine. En cas de bithérapie ou de risque thrombotique élevé, d'interrompre le clopidogrel de J-5 et de le reprendre dès que possible. Il préconise également de réaliser plutôt une chirurgie de type hémorroïdectomie radicale pour diminuer la durée de la phase hémorragique post-opératoire. Concernant la reprise des AOD, donc on voit que c'est pas très clair et que ça fait souvent peur parce qu'en plus il n'y a pas d'antidote. Donc en chirurgie générale, on les reprend entre H24 et H72, mais le risque hémorragique est passé. Après la chirurgie proctologique, donc si vous faites un traitement par HBPM en post-opératoire, il faudra juste savoir que la première dose d'AOD à faire 12 heures après si les héparines sont à dose prophylactique et 24 heures après si elles sont à dose curative sans chevauchement. D'autant plus que les relais anticoagulants après héparine sont souvent une période à risque d'hémorragie post-opératoire. Je vous remercie pour votre attention. Un grand bravo pour cette présentation très claire qui va nous aider forcément pour mener une discussion parce que c'est un vrai problème. Donc on va commencer par première. Béatrice. Béatrice. Bonjour, merci pour cette présentation qui nous a bien expliqué et rappelé les règles préopératoires. On reste dans notre vraie problématique de la poursuite post-opératoire et on se pose la question, nous, de l'intervention du cardiologue ou de vous, les anesthésistes, sur le calcul du risque thrombotique en préopératoire, puisque nous, on vous donne le risque hémorragique et jusqu'à quand. Et est-ce que dans le relais, il est possible d'envisager l'HBPM à dose à dose préventive et non curative, et sur un délai qui correspond à la phase de risque, c'est-à-dire au moins 15 jours. Et ça, la question, nous la posons régulièrement au cardiologue, mais c'est très difficile d'avoir une réponse, car le cardiologue de ville ne veut pas prendre de risque. Donc il nous faut plutôt un cardiologue maison, si je puis dire, qui ose dire, bah oui, ce patient-là, vous pouvez pendant 10 jours le mettre sous HBPM à dose préventive uniquement et faire votre relais qu'à J15. Mais ça, c'est tellement à ajuster au cas par cas, et ça dépend de la structure où on travaille, et j'aurais bien aimé qu'on arrive un jour, au niveau de la SNFCP, à établir une règle du jeu où on puisse tous s'entendre entre anesthésistes, cardiologues et opérateurs. Merci. Oui, c'est assez dur de pouvoir émettre des règles, puisque théoriquement, les patients qui ont le traitement anticoagulant au long cours le nécessitent. Donc, je ne sais pas si on pourra clairement dire que pendant 15 jours, on peut l'interrompre sans problème. Il faut demander au cas par cas, je pense. Mais en tout cas, les patients qui ont des risques thrombotiques très élevés et qui nécessitent le relais AVK et héparine ne seront sûrement pas éligibles à ça. Oui, peut-être. Oui, moi c'est pas une question, c'est juste un commentaire et un remerciement pour Laure avec qui je travaille.
pas tous les jours, mais presque. Je te remercie de nous avoir fait un topo bien clair et de nous avoir rappelé les notions de physiologie qu'on a peut-être tendance à oublier. Surtout Léon n'était pas très au clair. Merci Laure. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai surtout bien retenu comment ne pas faire reporter les malades, c'est ça qui compte pour moi. Alors, moi, j'ai compris que les NACO, il y avait des antidotes là récemment, non? Il n'y a pas d'antidote oui, éventuellement? Alors oui, pour le Pradaxa, il y en a un qui n'est pas nouveau. Après, en pratique, c'est des traitements très coûteux, mais pour le Pradaxa, il y en a un en tout cas. Mais leur demi-vie, ils disent, c'est très court, c'est quasi voilà, HBPM en fait. C'est ça donc, qui m'a fait mettre un point d'interrogation sur la reprise des AOD en post-opératoire, parce que souvent, ça fait peur. Alors moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que je ne gère pas les patients, je ne les vois pas en post-opératoire, sauf choc hémorragique éventuellement, mais bon, c'est vrai que c'est vous qui les... Donc il n'y a pas un intérêt à mettre c'est vous qui les gérez, donc je ne m'avancerai pas là-dessus, mais c'est vrai que la cinétique est quand même un petit peu plus longue. Les héparines, on a quand même quelques heures en moins d'hémorragie. Il y a un antidote qui existe, même s'il marche que partiellement. Donc voilà, mais c'est vrai que souvent les AOD font peur, alors que bon, en tout cas en chirurgie générale, c'est tout à fait envisageable de les reprendre assez rapidement. Moi, hier, dans la présentation des PC, j'ai compris que la gestion préopératoire était faite par l'anesthésiste et qu'en post-opératoire, c'était de l'improvisation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti en général. Donc ce qu'on fait, dès que le patient sort et qu'il est opéré, en fait, il y a de l'improvisation, une prise de décision qui est quand même pas anticipée en consultation préopératoire. Donc assez souvent, je pense qu'il faudra qu'on travaille un tout petit peu dessus. Et le risque majeur, c'est pour nous l'hémorroïdectomie. Nous sommes bien d'accord. Donc pour le reste, oui. Ghislain. Est-ce que la société ne devrait pas... Parce que là, on a à nouveau posé le problème. Finalement, là, on n'a répondu à aucune question. On a vu que nos sociétaires, ils se débrouillent et qu'à la question importante, comme dit Charlotte, on n'arrive même pas à faire un tableau, chacun improvise. Là, vous avez parlé du préopératoire. J'allais dire, c'est bien, ça nous remet les trucs, mais ce n'est pas notre question. C'est le post-opératoire. Dans la SFAR, ils ne différencient pas trop les saignements durables et que certains de nos anesthésistes qui disent rapidement, ils disent, tu les reprends demain. Je dis, c'est hors de question. Et après, on est tout seul. Le souci des cardiologues, donc je ne suis même pas sûr que ce soit une discussion qu'il faille faire avec proctologue et anesthésiste. C'est une discussion qu'il faut faire avec cardiologue et proctologue. Parce que on est confronté aux cardiologues qui nous disent oui, il y a un risque important. Quand on le calcule, c'est 2% de risque annuel qui, sur notre période de 15 jours, fait 0,05% versus 20 à 30% de risque hémorragique si on les laisse sous AOD. C'est cette discussion qu'il faut avoir. Reprise sous hémorragie, on arrête les anticoagulants, ils sont stressés, c'est là où ils vont faire un accident embolique. Enfin, bien sûr, c'est une vraie question parce que donc, même l'événement hémorragique... Si on écoute les cardiologues, on les expose. Et nous, on est à bidouiller et pas tout à fait respecter les cardiologues. Parce que les cardiologues, ils ont écrit qu'il ne fallait pas les arrêter. S'il y a un pépin, c'est pour nous. Donc il faut reprendre la discussion avec les cardiologues. Non, je suis d'accord avec vous, d'autant plus qu'une hémorragie post-opératoire n'est jamais un événement souhaitable, y compris d'un point de vue cardiologique. Ça va nécessiter une réinterruption, enfin, c'est jamais bénéfique. Donc, à discuter effectivement au cas par cas, mais une interruption quand même la plus brève possible, mais raisonnable, pour ne pas prendre de risques hémorragiques importants, paraît envisageable. Je trouve que c'est fondamental ce que tu viens de dire. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que les chirurgiens et les proctologues prennent un peu la main sur une vraie stratégie. On voit que globalement, on bricole, on n'y connaît rien. Et clairement, il faut qu'on reprenne la main sur cette conceptualisation de comment gérer un post-opératoire. Il y avait deux questions qui traînaient, qui étaient présentes, quoi. Juste un petit commentaire. De manière digne, j'entends. Oui. C'est moins dit. Monsieur Meuret. Merci. Bonjour, Guillaume Meuret. Donc merci beaucoup pour cette très belle présentation qui nous remet bien les choses au clair, effectivement, sur la gestion périopératoire. J'ai souvenir, il y a quelques années. Alors c'était avant le Covid, mais j'aurais pu dire quand, mais c'est pas très vieux. On a eu ici même à la SNFCP un débat autour des anticoagulants, et moi j'avais été très frappé par la présentation sur le plan médico-légal par un juriste qui disait faites attention, la jurisprudence tourne autour des complications, et on considère qu'une complication hémorragique, même si elle déplaît au chirurgien,
elle est surmontable et on a des antidotes, alors qu'une complication ischémique, on n'a bien souvent aucune roue de secours. Et donc on mettra toujours en avant le fait que prendre un risque hémorragique est moins grave que prendre un risque ischémique. Je voulais juste rappeler ça parce que ça peut changer aussi la donne et la façon dont on envisage les choses. Surtout que l'hémostase est toujours possible chez nous, en fait. C'est une chirurgie qui est assez accessible à une hémostase. Effectivement, il y a des études que je n'ai pas présentées là, mais qui font part d'un risque thromboembolique plus important lié à l'arrêt des traitements, notamment antiagrégants chez les coronariens, que leur poursuite et le risque hémorragique. Dernière question, oui. Pascal Fabiani-Yanis. Personne n'a évoqué le fait que dans cette population de patients de 70 à 80 ans qui saignent sous anti-agrégants ou anticoagulants, plutôt que de différer l'intervention de 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est là que l'embolisation a sa place. Moi, c'est vraiment ce que je fais en pratique quotidienne. Ces patients, ils sont dérivés directement sur les radiologues qui savent faire l'embolisation des artères hémorroïdaires avec un taux de succès qui est d'environ 2/3. Mais enfin, c'est une manière extrêmement simple de bypasser le problème. Ok, merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Tout bon? Super. Merci beaucoup.